صباح الخير. Bonjour. Donc, à tous et à toutes, et bienvenue à nos intervenantes et à notre intervenant d'aujourd'hui. Mais avant de vous présenter, chers intervenants, je tiens à revenir sur la journée d'hier. Pourquoi? Parce qu'elle était riche en chiffres. Elle était riche en chiffres qui font réfléchir, riche en partage et discussion, sans langue de bois, riche aussi en émotions, avec la prestation exceptionnelle des enfants. Nous savons tous pourquoi nous sommes là aujourd'hui. نعلم جميعا لماذا نحن هنا الآن. ليس فقط Ce n'est pas juste pour présenter des résultats de l'étude, du possible afin de faire face à ce fléau qui est la violence en milieu scolaire, dont le coût est exorbitant. Nous l'avons vu à travers les chiffres hier. Et les conséquences terribles, dramatiques même. Et nous qui avons été hier dans l'atelier numéro 1, nous avons été encore plus sensibles quand Dr Rizlan Benjelloun, pédopsychiatre, mais qui a intervenu aujourd'hui sous la casquette de l'Observatoire national des droits de l'enfant, quand elle nous a rapporté que selon une étude qu'ils ont faite au niveau du CHU de Casablanca, elle nous a dit que l'impact du harcèlement scolaire avait, ou le harcèlement scolaire avait plus d'impact sur ces jeunes que la perte d'un parent. الأثر ديال التحرش المدرسي له أثر أكثر من فقد أب أو أم. Plus encore, c'est encore plus grave que le fait d'être placé en institution. Donc, je pense que là, tout est clair, les chiffres ont parlé, les enquêtes des uns et des autres. Je tiens également, avant de présenter nos intervenants, je tiens à remercier l'instance nationale pour le rapport thématique qui a été très précis et qui a enrichi notre lecture et qui nous a enrichi à bien des égards. Donc, merci aussi pour cela. En rajoutant juste entre parenthèses qu'il faut que ce genre de rapport soit accessible à l'ensemble de la communauté éducative. Un facteur est revenu très souvent hier lors des débats, que ce soit en plénière ou lors des ateliers. C'est celui du climat scolaire. Il est revenu de façon directe ou indirecte. Tout le monde, même les enfants, ont parlé du climat scolaire. Il a donc une étroite, comme le souligne le rapport thématique, ce climat scolaire a une étroite relation avec la violence et cela a été bien souligné dans toutes les interventions. Il insiste sur le fait que le climat scolaire ainsi que sa qualité ont un effet sur les apprentissages des élèves, leur performance et réussite scolaire. Une question, serait-ce la grande porte d'entrée pour résoudre le problème? Nous avons avec nous Monsieur Jean-Pierre, enfin, je commence par les femmes d'abord, donc je retire. Donc, nous avons avec nous Madame Claire Beaumont, Madame Amel Hassoun, et à distance, nous avons avec nous Madame Sana Herkama, et enfin, last but not least, Monsieur Jean-Pierre Bellon. Le CV de nos intervenantes et intervenants est très riche. Dans ce genre de situation et quand on aborde ce genre de thématique, l'ego est mis de côté. Peut-être que pour gagner plus de temps, on zappera les présentations. Vous portez cette cause dans votre cœur et vous avez envie d'en parler et de partager avec l'ensemble de l'assistance. Donc, à vous la parole. Et on commence par Madame Claire Beaumont, qui nous vient du Canada. Du Québec, c'est pas la même chose. Là, ça devrait aller. Oui.
Alors, ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je fais les remerciements à toutes les personnes qui se sentent remercier personnellement pour toute l'implication mise et les efforts dans cet événement. Alors, sans plus tarder, moi, ce que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. La présentation que je vais vous faire, je n'ai pas la prétention de passer en 15 minutes tout le message que je vais passer. Mais à la fin, je pourrais vous dire que je pourrais conclure en une phrase et si c'était seulement ce que vous reteniez pour à enrichir ou pour continuer vos réflexions, ça ferait mon grand bonheur. Alors, moi, je viens du domaine de la psychopédagogie. Donc, la psychopédagogie, chez nous, c'est vraiment l'étude et la mise en œuvre des processus ou des actions à faire pour favoriser les apprentissages. Donc, créer des milieux d'apprentissage, créer des milieux propices à l'apprentissage, que ces apprentissages soient sociaux ou qu'ils soient scolaires. Alors, c'est beaucoup centré sur une approche développementale des enfants, mais en même temps sur une approche sociologique, donc éco-sociologique, si on peut dire écosystémique. Donc, ma présentation s'appelle « L'amélioration continue du climat scolaire ». Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot « continu ». OK? Un petit peu plus tard, je vais y revenir. Tout au long de ma présentation, vous allez voir, j'ai mis des adresses Internet parce que vous allez pouvoir trouver des compléments d'information dans différents matériels de formation que j'ai produits au fil des ans, dont les plus récents, notamment sur comment mettre en place de façon stratégique, intentionnelle et fondamentalement collaborative son plan d'action à l'intérieur de son école. Donc, ça s'adresse beaucoup aussi aux directions d'établissement parce qu'on se comptera pas d'histoire. La violence dans les écoles, c'est vrai pour certaines écoles, c'est plutôt vrai pour d'autres, ce n'est pas vrai pour certaines. Mais il y aura toujours quand même quelques enfants qui vont souffrir et si ce n'est qu'un seul enfant, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à s'attarder. Donc, nos statistiques nationales sont des portraits nationaux, mais l'expérience m'a appris que, et les données aussi, que c'est inégal d'un établissement à l'autre. Donc, il y a des directions d'établissement et des centres scolaires qui réussissent mieux que d'autres et c'est à partir de les connaissances que j'ai tirées au long des années avec eux que je fais la présentation qui suit, de même que la littérature scientifique à jour. Je vous rappelle, bon, je dirais aussi un mot sur... je viens du réseau des observatoires internationaux de la violence à l'école. J'arrive de Séville où on a eu justement la 9e conférence mondiale sur la violence à l'école. Ça fait 20 ans que ça existe et la prochaine a lieu au Chili. Alors, à chaque 2 ans, on se réunit pour faire le point et je pourrais vous dire que depuis les 3 dernières conférences mondiales, l'accent a été mis sur les approches positives parce que ce sont celles qui sont réputées les plus efficaces auprès des enfants et auprès du personnel scolaire pour les mobiliser. Alors, j'y vais rondement. Une approche globale et positive, le climat scolaire, au service du bien-être individuel et collectif. Alors, les défis de l'école d'aujourd'hui sont nombreux, mais on vise toute la réussite éducative. On a des défis de santé mentale, on veut diminuer l'anxiété, les difficultés d'adaptation scolaire, les élèves à besoins particuliers, la violence et l'intimidation, les exigences de la tâche qui est lourde pour les enseignants et la pénurie de personnel qu'on vit, nous, actuellement au Québec. Donc, tout ça, ce sont des défis très importants. Quand on parle de violence, de socialisation, donc la mission de socialisation à l'école a été mise à l'épreuve depuis les dernières années. Les approches efficaces en violence à l'école et en intimidation ou en harcèlement ou en bullying, appelez-le comme vous voulez, ont été en constante évolution pendant les 30 dernières années. On a eu d'abord les politiques de tolérance zéro avec des approches punitives qui nous venaient des États-Unis où le moindre petit comportement était puni par la même punition pour tout le monde. Alors, petit comportement, gros, petit écart de conduite, grands écarts de conduite, la même punition, la même conséquence était appliquée à tous les enfants, sans distinction de la gravité de l'acte. Ensuite, on allait avec la lutte plus spécifique contre la violence. On ciblait le phénomène de la violence à l'école et on pensait avec la ligne dure que plus on mettait la punition sévère, plus l'enfant allait apprendre. Alors qu'on le punissait et on ne lui montrait pas de comportement de changement. Dans cette lutte spécifique contre la violence à l'école, on a vu aussi l'apparition des programmes qui s'attaquaient
spécifiquement aux problèmes de la violence à l'école. Toutes sortes de problèmes où il y avait aussi un peu d'entraînement aux habiletés sociales, mais c'était aussi, on essayait d'implanter ça dans les écoles. Ça n'a pas beaucoup fonctionné, ça a fonctionné dans certains cas, mais pas pour tout le monde. L'approche globale, ensuite, on s'en venait du côté du climat scolaire, donc, qui est plus vu comme une approche qui est globale, parce qu'elle englobe l'écosystème dans lequel on vit, les élèves et les adultes. Alors, on a beaucoup misé là-dessus. Par la suite, on est passé beaucoup de la posture de la réussite scolaire à la réussite éducative de l'enfant, son développement global dans les sphères personnelles, sociales et scolaires. Parce que quand on ne prend pas en compte qui est l'enfant, quand on ne prend pas en compte son bien-être, c'est difficile qu'il se développe au niveau pédagogique. Alors, dans les approches globales, on est ensuite allé dans le bien-être du personnel, le bien-être personnel des enfants pour justement le bien-être social des élèves. Maintenant, la pandémie aura peut-être fait aussi un peu de vagues là-dessus, mais on est dans l'approche globale et positive où on fait beaucoup la promotion du développement des compétences sociales et émotionnelles, ces compétences de vie qu'on appelle, avec ses composantes intra- et interpersonnelles. C'est-à-dire, si on enseigne à des enfants comment se comporter, on enseigne des comportements sociaux et qu'on ne va pas dans son intrapersonnel, c'est-à-dire les émotions qu'il a vécues, comment il s'est senti dans cette situation, apprendre à s'autoréguler et à se calmer avant d'entrer en relation avec les autres. Donc, si on ne va pas dans le monde intrapersonnel, on ne peut pas aller dans le monde interpersonnel, donc d'avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Et on pense que c'est aussi plus efficace d'apprendre aux jeunes à résoudre eux-mêmes leurs difficultés et d'apprendre aux jeunes à auto-gérer leurs émotions plutôt qu'à les gérer pour eux-mêmes, plutôt que les adultes gèrent les comportements pour les autres. Alors, différentes approches ont été proposées. Alors, la santé mentale, on sait que c'est un état de santé physique, sociale et mentale. Le bien-être à l'école, on l'a défini, des chercheurs l'ont défini comme étant une personne qui vit des émotions positives dans son milieu, des relations positives, qui vit de l'engagement, qui se sent engagée dans son environnement, qui a du sens, que ce qu'elle fait, ça a du sens pour elle, ça va dans ses valeurs, et enfin, qu'elle a le sentiment de s'accomplir et de se développer en continu. Ces 5 conditions-là sont observées chez les personnes qui vivent un niveau de bien-être élevé dans leur environnement. Ensuite, le bien-être collectif, moi j'appelle bien-être collectif la création de son climat scolaire. Alors, j'ai isolé 5 composantes du climat scolaire. Il y en existe 17. Donc, se sentir en sécurité, avoir une équipe collaborative et collaborer avec les jeunes, avoir un environnement scolaire agréable, sain et beau aussi physiquement, des pratiques éducatives positives et finalement les compétences sociales et émotionnelles inclus pour avoir des relations personnelles positives. Enfin, on a développé un modèle qui s'appelle le modèle écosystémique de l'apprentissage socio-émotionnel à l'école pour le bien-être individuel et collectif. C'est vraiment l'apprentissage socio-émotionnel où on enseigne, et j'ai des formations là-dessus, où on enseigne aux élèves comme au personnel scolaire à développer des compétences dans le domaine du moi, dans le domaine du toi et enfin dans le domaine du nous pour construire ensemble son climat scolaire. Alors, on se demande, juste une minute. Alors, je me calme parce que je veux aller trop vite. Alors, on se demande, est-ce qu'on veut travailler en silo? Est-ce qu'on veut avoir un petit kit d'intervention pour chacun des domaines ou chacune des commandes qui nous sont faites? Ou si on veut travailler de manière intégrée? Alors, c'est la question qu'il faut se demander pour le bien-être individuel et collectif. Donc, le climat scolaire, c'est une approche globale et positive. C'est l'ambiance générale qui est ressentie dans un établissement tel que perçu par les élèves et par le personnel scolaire. Chacun y contribue, adulte comme enfant, par sa façon d'être et d'agir. Et le climat scolaire se construit un geste à la fois. Pour la promotion du développement optimal de chacune des personnes, c'est-à-dire tant du bien-être et de la réussite des élèves et du bien-être et de la satisfaction du personnel scolaire. Donc, des adultes heureux font aussi des enfants heureux.
Les bienfaits du climat scolaire positif, on en a parlé hier, il y a des bienfaits sur les élèves, bien sûr, pas seulement sur la diminution des comportements violents, mais aussi sur la motivation scolaire, sur l'amélioration des résultats et aussi sur le personnel scolaire, l'amélioration du moral et bon. Ensuite, les bienfaits de l'apprentissage socio-émotionnel sont aussi connus sur les enfants, sur leur développement global, sur les adultes à l'école, donc l'autorégulation des émotions, un enseignant qui est capable de gérer son stress, de gérer son émotion avant d'annoncer une punition à un enfant, c'est très riche. Et enfin, l'apprentissage socio-émotionnel a des effets sur le climat scolaire, le climat de sécurité, les pratiques concernées et le climat organisationnel. Donc, l'apprentissage socio-émotionnel pour vraiment une approche globale pour le bien-être individuel et collectif. Il ne peut pas y avoir de bien-être collectif s'il n'y a pas d'abord de bien-être individuel. Donc, c'est centré sur la promotion de la santé émotionnelle et sociale et c'est nécessaire à la réussite éducative des enfants. Ça permet aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à identifier, à gérer les émotions, à répondre adéquatement à leurs besoins sans brimer les autres, à établir et à maintenir des relations saines et à prendre des décisions éclairées, une fois sans être envahi par les émotions. Vous savez, on a tous vécu des situations très stressantes où on a pris des décisions et si on avait peut-être pris le temps de se calmer un peu, d'aller prendre l'air et d'apaiser un peu nos émotions, les décisions auraient peut-être été différentes et plus efficaces. Donc, le modèle écosystémique de l'apprentissage socio-émotionnel pour le bien-être personnel à l'école, c'est le modèle avec lequel je travaille. Il est inspiré de différents modèles qui ont travaillé sur les compétences socio-émotionnelles. Celui-ci, c'est très québécois. Alors, on enseigne d'abord aux enseignants et aux élèves d'aller dans le domaine du moi, c'est-à-dire d'apprendre à identifier leurs émotions, mais ce n'est pas tout d'identifier ces émotions, c'est qu'est-ce que je fais avec. Parce que l'émotion m'appartient à moi. Et c'est à moi de gérer ça, OK? Je ne peux pas gérer l'ensemble des choses, je commence par moi. Et donc, une fois que j'ai identifié mes émotions, je trouve le besoin. J'ai besoin de quoi pour répondre à calmer ces émotions-là, pour que je me sente bien, pour revenir dans l'état de bien-être. C'est un exemple d'activité qu'on peut faire dans le domaine du moi, mais principalement la conscience de soi et l'autorégulation. Les émotions des élèves ne sont pas les émotions du personnel scolaire et l'adulte a absolument besoin de faire la distinction là-dessus pour intervenir justement envers l'enfant. Ensuite, on va dans le domaine du toi. Le domaine du toi, ce sont toutes les compétences qui nous apprennent à être sensibles à l'autre. Alors, vous voyez, pour être intéressé et écouter de façon empathique l'autre, il faut être capable de sortir de ses propres émotions et d'être attentif à l'autre. Faire preuve d'ouverture et développer des habiletés de communication. Et enfin, quand on s'en va dans le domaine du nous, une fois qu'on est capable de gérer ses émotions, d'être capable d'entrer en communication avec les autres, on peut créer ce qu'on appelle notre environnement par la conscience de l'interdépendance. On est tous interdépendants. On a une influence sur notre milieu, le milieu a une influence sur nous. Et dans cette compétence-ci, on a vraiment la compétence de la collaboration qui est nécessaire au travail scolaire. Et si on travaille en silo, c'est peut-être justement qu'on est des adultes aujourd'hui qui n'avons pas appris ce qu'est la vraie collaboration, c'est-à-dire de mettre de côté ses propres buts, ses propres intérêts au profit de l'intérêt commun du groupe de travail. Hier, on parlait, par exemple, qu'on travaillait en silo, différents ministères, différentes professions travaillent en silo, mais si on est capable d'avoir un langage commun, centré sur nos objectifs communs, on va y arriver. Mais c'est une compétence socio-émotionnelle, la collaboration. Alors, si on apprend déjà aux enfants à la vivre et à bien la vivre étant jeunes, peut-être qu'ils vont devenir des adultes plus collaboratifs que nous. Donc, développer une vision et des actions intégrées face à ces enjeux éducatifs. Il ne s'agit pas de travailler avec tous les petits kits qu'on nous transmet dans les écoles pour prévenir la violence, pour prévenir le décrochage, pour prévenir toutes ces sortes de choses. Mais voyez-vous, ici, j'ai fait un graphique pour montrer comment le climat scolaire, l'apprentissage socio-émotionnel et le bien-être individuel et collectif. Au centre, on voit une série de choses, d'aspects communs à travailler.
Et lorsqu'on travaille, par exemple, sur les émotions positives, est-ce qu'on fait vivre des émotions positives à nos enfants? Est-ce qu'ils ont des relations positives? Est-ce qu'ils sont engagés? Est-ce qu'ils se sentent accomplis? Est-ce qu'on les mène vers la réussite? Des activités éducatives signifiantes? Est-ce qu'on contribue à leur sécurité et à des pratiques éducatives positives? On travaille ces aspects-là et on touche le climat scolaire, le bien-être et les apprentissages socio-émotionnels. Alors, travailler de façon intégrée, c'est aussi ménager nos efforts pour plus d'efficacité sur l'enfant. Alors, l'approche globale et positive, elle est inspirée de la psychologie positive où on vise pas à... On vise plutôt le développement optimal. La psychologie, habituellement, le modèle, on travaille sur le modèle de maladie. Donc, on prend... bon, moi, quand j'étais clinicienne, j'avais des gens qui venaient pour justement être mieux dans leur vie et tout ça à partir de problèmes qu'ils vivaient. Quand on aborde la psychologie positive, et ce qui est intéressant dans les écoles, c'est que pas besoin d'avoir un problème pour penser à mener à actualiser le plein potentiel de chaque personne. Donc, dans des écoles, il y a des enfants qui n'ont pas de problème de comportement. Mais si on y va d'une façon positive et qu'on voit, par exemple, la force de caractère de cet enfant-là, qu'on développe ses passions, on peut vraiment l'amener à un développement optimal de sa personnalité. Alors, ça rejoint l'approche écologique en promotion de la santé. Donc, on fait beaucoup de promotion pour ne pas tomber malade. Mais quand on tombe malade, bien, il faut quand même avoir des médicaments. Donc, l'approche que je préconise ici, c'est vraiment une approche de promotion du bien-être à l'école. Et je vous dirais ici que ça s'organise. Dans le guide que je vais vous présenter tout à l'heure, vous pourrez le consulter, je propose une façon d'organiser les interventions dans une école à 4 niveaux. Le premier niveau, on ne vise pas la prévention de rien. On vise le bien-être et le développement optimal de chaque enfant et de chaque adulte. Par là, dans le bas de la pyramide, on met les bases solides du développement de l'enfant, de qu'est-ce qu'on veut promouvoir à l'école. On ne vient pas à l'école pour prévenir des problèmes, on vient à l'école pour se développer comme individu, pour devenir un citoyen qui est heureux, qui contribue bien à sa société et qui entraide ses pairs. Donc, on met au niveau 1 toutes les activités qui sont agréables, qui contribuent aussi au développement de l'enfant. Au niveau 2, on fait la prévention générale d'un problème. Ici, on peut faire la prévention de la violence. Au niveau 3, on ajoute des interventions pour les élèves qui sont plus à risque d'être affectés par des situations de violence et d'intimidation. Et on prévient aussi, on fait un plan, on prévient des interventions de niveau 4 que j'appellerais c'est plus de la prévention, j'appellerais ça curatif. C'est des problèmes très, très graves qui demandent vraiment de travailler en interdisciplinarité avec tous les services qu'on peut offrir aux enfants. Donc, pourquoi les compétences sociales et émotionnelles? J'utilise souvent cet exemple-là pour faire réfléchir les jeunes qui nous disent, ou les adultes qui disent les compétences socio-émotionnelles, c'est comme une secte, c'est les émotions, c'est pas de ça on parle de l'académique. Bien, quand vous regardez, par exemple, les 10 compétences comportementales attendues par les employeurs en 2023, si vous voyez, les 5 premières compétences, ce sont des compétences intrapersonnelles et les autres compétences, ce sont des compétences interpersonnelles. Regardez les offres d'emploi que vous voyez passer actuellement, vous allez voir. Est-ce qu'on a besoin d'une personne qui est capable de prendre des décisions éclairées dans des situations de stress, de travailler en équipe, de communiquer? Alors, tout ça, ce sont des compétences qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Mais pourquoi c'est important de les enseigner? Et ça s'enseigne au même titre que les compétences académiques. Donc, je fais ici la démonstration avec le modèle écosystémique de l'apprentissage socio-émotionnel. Alors, 5 compétences attendues dans le domaine de l'intra et le reste dans le domaine de l'inter. Donc, c'est drôlement important que les enfants se développent harmonieusement dans toutes les sphères de leur développement. Alors, c'est un premier document que je vous propose. Il s'adresse beaucoup aux directions d'établissement. Comment promouvoir à la fois la santé mentale, un climat scolaire positif et la prévention de la violence. Donc, pourquoi ça s'appelle de manière continue? C'est que
à chaque fois, OK, j'accompagne des écoles depuis une vingtaine d'années, puis je fais de la recherche sur les résultats et tout ça. Et dès que dans une école, ils ont mis en place des choses et que ça a bien fonctionné, ils font ouf. Et l'année d'après, ils s'occupent d'un autre problème. Mais parce qu'ils ont baissé la garde, ils sont occupés d'autres choses, les problèmes de violence sont revenus. Donc, quand je vais dans des écoles et je dis, bon, on va parler de la violence à l'école, j'ai pas une écoute aussi grande parce que des directions me disent oh, mais il n'y en a pas beaucoup dans mon école, il n'y en a pas beaucoup de violence dans mon école. Par contre, quand je dis oui, mais on va travailler votre climat scolaire de manière continue, OK? Toujours de manière à l'améliorer. J'ai jamais une direction d'établissement qui me dit ben mon climat scolaire, il est assez amélioré. Jamais. Donc, on est comme en mouvement dynamique. Il ne faut pas baisser la garde. On est des éducateurs. Il faut continuer à maintenir les acquis une fois qu'on les a eus. Ensuite, je reviens. Adopter une approche globale et positive qui vise le bien-être individuel et collectif. C'est ce que je suggère de faire vraiment en planifiant les interventions, en faisant d'abord la promotion de ce qu'on veut, et ensuite en prévoyant des étapes qui vont nous permettre d'intervenir. Et dans ces étapes-là, on met les interventions qu'on juge efficaces pour nous. Ce qui est efficace dans un milieu n'est pas nécessairement dans un autre. Une approche, je peux ne pas aimer certaines activités et les transmettre très mal aux élèves. Donc, je choisis des activités avec lesquelles je suis à l'aise, qui correspondent à la philosophie de mon école et à mes valeurs, voyez-vous, donner du sens. Et je transmets aux jeunes ce en quoi je crois aussi. Je ne peux pas transmettre aux jeunes ce en quoi je ne crois pas. Et c'est souvent la critique que je fais à différents programmes, c'est qu'on demande d'appliquer tel quel les choses et ça ne peut pas coller à la personnalité de tout le monde. Enfin, comment on enseigne l'apprentissage socio-émotionnel à l'école? Selon 3 clés d'action. Alors, les premières clés d'action, c'est vraiment de les faire développer par l'adulte. Et les principales compétences à développer pour les adultes en milieu scolaire sont vraiment la bienveillance, c'est plus qu'un mot à la mode. C'est vraiment une compétence et une posture professionnelle qui s'apprend, mais il faut en être conscient. La conscience de soi, l'autorégulation des émotions, la communication et la collaboration. La deuxième clé d'action, une fois que les adultes ont développé les leurs, c'est vraiment qu'ils soient capables de les enseigner. Et ça s'adresse surtout aux enseignants, les personnes les plus proches des enfants. Donc, les enseigner explicitement dans les comportements, en passant par les émotions, en passant par les besoins et aussi en consultant les enfants sur quels comportements sont acceptables et non. En fait, acceptables, quels comportements sont nuisibles et d'autres, lesquels qui sont aidants. Alors, on enseigne dans la classe les comportements explicites et on les intègre aux matières scolaires de manière régulière, que ce soit en éducation physique, en anglais, en français, ça se fait. Mais il faut le faire intentionnellement, il faut être conscient. Enfin, la troisième clé d'action, c'est de mettre en pratique au quotidien tous ces apprentissages-là. Et c'est possible de le faire, ce n'est pas une tâche supplémentaire, mais il faut en être conscient parce que le personnel scolaire fait déjà beaucoup pour des compétences socio-émotionnelles auprès de leurs enfants, mais ils ne le savent pas que c'est ce qu'ils font. Ils pensent que lorsqu'on arrive avec des compétences socio-émotionnelles, c'est encore un nouveau programme, une nouvelle approche. Non. Et moi, je tiens vraiment à leur faire la démonstration qu'en étant conscients, ils en font déjà beaucoup. Ils identifient tout ce qu'ils font déjà et en étant conscients de ce qu'ils font, ils sont capables de l'intégrer au quotidien sans nécessairement passer par un programme collectif pour toute l'école. De toute façon, si l'école décidait d'avoir un programme d'apprentissage socio-émotionnel, il faudrait qu'il forme son personnel. Et former le personnel scolaire, c'est quelque chose pour qu'ils se sentent prêts. Et j'ai fait une revue de littérature il n'y a pas si longtemps, à savoir combien d'heures sont consacrées à la préparation du personnel scolaire lorsqu'on parle de programme. Et c'est vraiment pas beaucoup. Certains programmes, c'est 2-3 heures et ça consiste plus à expliquer les activités à faire plutôt qu'à développer l'attitude nécessaire des adultes pour pouvoir bien passer le message lorsqu'ils animent les activités dans la classe. Alors, répondre aux besoins de chaque personne de manière intégrée. On
On a beaucoup de modèles. Alors, le modèle que je propose, c'est une figure, OK? Alors, on a au centre le bien-être individuel avec les 5 composantes, faire vivre des émotions positives, des relations positives, faire vivre du sens, faire vivre de l'engagement et permettre à chacun de s'accomplir au sein de son milieu. Une fois qu'on a ça comme intérêt, on voit que ça fait tourner la roue des aspects du climat scolaire. Enfin, c'est du matériel que j'ai développé absolument gratuit, OK? Vous pouvez le télécharger sur les sites. Je vais aussi rendre ma présentation disponible en format PDF pour tous ceux qui la veulent. Alors, on a développé des petits guides d'intervention, des petits guides pratiques d'intervention sur l'intimidation pour les parents, des guides pour le personnel scolaire pour enseigner les compétences socio-émotionnelles, un pour la maison, pour le primaire, et notre tout dernier petit bébé, qui est vraiment soutenir l'apprentissage socio-émotionnel à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, dans les écoles secondaires, on a dit, ben là, ils sont grands, ils devraient savoir ça, alors que justement, à l'adolescence, ils ont les émotions dans le plafond et la capacité d'autoréguler dans le plancher, et ils peuvent prendre des décisions parfois dangereuses parce qu'ils contrôlent justement pas leurs émotions avant de prendre des décisions, et surtout pas lorsqu'ils sont en groupe. Alors, tout ce matériel-là est disponible sur le site de ma chaire de recherche. Et enfin, contribuer à un climat scolaire, un geste à la fois, c'est vraiment participer au bien-être individuel et collectif. Bonne continuation. Merci, Madame Beaumont, pour cet exposé riche et très instructif. J'aurais aussi appris une petite chose. Donc, au Québec, on dit enfin, même si ce n'est pas la dernière diapositive. Merci. Ah, d'accord, voilà. Donc, j'aurais au moins appris ça. Donc, mille merci encore pour votre présentation. Ce qui revient aussi, c'est votre expérience en tant que psychologue scolaire et psychologue clinicienne. Et on voit bien la richesse des méthodes et des approches préconisées, parce que quand on vient du terrain, on a accumulé assez d'éléments pour faire des propositions. Vous nous avez parlé de l'approche, d'une approche globale, positive et intégrée. Donc, on retient bien ça pour plus d'efficacité. Vous avez également parlé d'apprentissage socio-émotionnel, et je retiendrai pour finir ce schéma très à méditer et très parlant, qui met en lien la santé mentale, le bien-être individuel, le bien-être collectif, bien entendu, qui reflète le climat scolaire, et ce fameux apprentissage socio-émotionnel qui vous est cher et qui a toute sa place. Merci encore, Madame Beaumont. Je passe la parole sans tarder à Monsieur Bellon. Merci. Et vous auriez pu commenter, parce vous avez parlé de toi, moi et nous, donc le philosophe serait mieux placé que moi pour commenter. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Très heureux d'intervenir devant vous. Oui, c'est vrai, je suis professeur de philosophie. Personne n'est parfait. C'est d'une forme particulière de violence dont je veux vous parler. On en a déjà beaucoup parlé hier, mais c'est sur ces questions qu'on appelle en France harcèlement. Au Québec, intimidation, et je préfère de très loin ce terme. Ah bah alors, on va changer dans ce cas. C'est cet ensemble de petites choses, ces moqueries, ces surnoms, ces mises à l'écart, qui, en apparence, ne sont finalement pas grand-chose, mais qui, par leur répétition, peuvent rendre la vie de certains élèves parfaitement insupportable. Et dans toutes ces années de travail sur ces questions, j'ai acquis une conviction. Une conviction qui a pu se transformer en projet, c'est-à-dire cette idée que pour venir à bout de ces phénomènes, j'ai vraiment l'impression qu'il faut arriver à constituer dans chaque établissement une équipe. Une équipe par établissement, c'est un projet que nous avons. Alors, il est ancien, hein, parce que j'avais commencé dans
dans une partie de la France, l'Académie de Versailles, entre 2014 et 2018, a commencé à constituer dans les établissements scolaires des équipes spécialement dédiées au traitement des situations. Puis à partir de 2019, sans doute avons-nous été convaincants, puisque ce projet a été très largement repris. Et avec le Centre Résiste, nous tentons de le mettre en place en France. Et Amal Hassoun en parlera tout à l'heure, puisque au Maroc aussi, cette même idée se développe et se concrétise aujourd'hui. Alors, qu'est-ce à dire? Une équipe par établissement, ça veut dire, l'objectif serait de faire en sorte que chaque élève, victime de brimades, victime de moqueries, de surnoms, victime de toutes ces petites choses, trouve au sein de son établissement le cadre d'une écoute empathique, bienveillante, rassurante, sécurisante. Les victimes, avec Marie Cartier, avec qui je travaille depuis des années, nous en avons rencontré un très grand nombre. Et ce que nous avons pu observer, c'est à quel point ces victimes se sentaient abandonnées, abandonnées à leur solitude, avec des réactions parfois des adultes extrêmement négatives. J'y reviendrai. C'est le philosophe français Paul Ricoeur qui disait, et il ne parlait pas des victimes à l'école, il parlait des victimes en général, il disait que toute victime a besoin d'abord d'être reconnue par l'institution. Toute victime a besoin d'abord que l'institution lui dise « ce que vous avez vécu là n'est pas supportable ». Peut-on le faire? Et c'est là que Paul Ricoeur considérait que la justice, au sens de la justice pénale, était peut-être en échec. Peut-on le faire au plan de la justice en général? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans les écoles, on peut le faire. Que toute victime trouve en face d'elle un adulte rassurant, protecteur, et qui lui dise « ce que tu as vécu là n'est pas supportable », et nous allons y mettre fin. Mais la présence d'une équipe au sein d'un établissement est également tout à fait nécessaire pour les auteurs, pour ceux qui participent aux surnoms, ceux qui se moquent, ceux qui rient, les rieurs, les moqueurs, etc. Il faut eux aussi qu'ils trouvent au sein de l'école la présence d'un adulte ferme, encadrant, c'est bien le terme, c'est-à-dire qui le cadre, résolu à faire cesser les brimades. Que les professeurs soient attentifs à toutes ces choses-là et qu'ils aient véritablement la volonté de ne laisser passer aucune moquerie. Non, ce n'est pas pour rire. Non, ce n'est pas un jeu. Pour les enfants, ce sera toujours « oui, mais c'est un jeu, on s'amuse ». Non, il n'y a pas de place pour ces choses-là, car elles sont extrêmement graves. Mais il faut aussi que les familles trouvent au sein de l'école cette même présence rassurante, sécurisante, que les familles trouvent en face d'elles des professionnels qui sont là pour prendre en charge le problème et non pas pour défendre l'institution. C'est donc bien un renversement de tendance complet, à mon sens, qu'il faut opérer, aussi bien du point de vue des victimes que du point de vue des auteurs. Du côté des victimes, il faut cesser de minimiser les situations. Et si ce terme de harcèlement, utilisé en France, m'agace un peu, c'est parce qu'il est fort, c'est parce qu'il renvoie expressément à la violence adulte. Mais lorsque un garçon ou une fille va venir vous trouver en vous disant « il se moque de moi, il me donne un surnom, il me met à l'écart », ou chez les petits, ils ne veulent pas jouer avec moi. Vous qui avez en tête ce terme très fort de harcèlement, spontanément, n'aurons-nous pas, nous, tendance à dire à cet élève « oh, c'est pas du harcèlement ». Et c'est vrai, ça n'est pas du harcèlement. Mais si on ne fait rien, ça va durer des semaines, des mois,
Et alors, à partir d'un certain moment, ça deviendra du harcèlement. C'est bien justement en étant attentif à toutes ces petites choses qu'on évite les plus graves. Toutes les situations, et hélas en France, nous en avons connu ces dernières années un certain nombre, toutes ces situations qui ont débouché sur des drames, qui ont fait que des garçons et des filles en sont venus à mettre fin à leur jour parce qu'ils vivaient au quotidien des brimades insupportables. Toutes ces choses-là, tous ces phénomènes graves, ils ont commencé d'abord par des toutes petites choses. Ils ont commencé par des situations dans lesquelles on pouvait se dire « Oh, c'est pas du harcèlement ». Donc il faut vraiment cesser de minimiser cela. Et puis aussi, cesser de rendre les victimes responsables de ce qui leur arrive. Combien de fois des victimes, en s'adressant à des professionnels des écoles, ont eu pour réponse « Oh, t'exagères pas un peu, essaye de te faire des amis, c'est peut-être un peu toi aussi c'est peut-être toi aussi un peu qui les cherche. » Combien de fois on a fait en sorte que ce soit les victimes qui étaient presque responsables de ce qui leur arrive. D'ailleurs, j'observe qu'il n'est pas rare qu'on dise il est harcelé parce qu'il est petit, parce qu'il est grand, parce qu'il est bon élève, parce qu'il est moins bon, etc. Ah bon? Il y aurait des raisons, il y aurait des motifs pour persécuter quelqu'un? On n'oserait pas le faire à propos d'autres agressions. À propos des élèves victimes de harcèlement, on se dit « Ah tiens, c'est peut-être un peu de leur faute. » Et j'entends encore parfois dire qu'il y a des profils de l'élève harcelé. L'élève harcelé, il est exactement comme n'importe quelle autre victime. Il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Rien de plus. Renversons aussi les choses du côté des intimidateurs. Cessons de croire qu'il suffit de sanctionner, cessons de croire qu'il suffit de gronder ses élèves et de faire des grandes déclarations. En général, les sanctions, elles sont nécessaires dans certains cas, bien sûr, mais très souvent les sanctions, elles ont pour effet de fédérer le groupe encore plus et parfois de créer des représailles. Mais cessons de croire aussi que les harceleurs, ce sont les enfants des autres. Arrêtons d'imaginer que les harceleurs, ce seraient quelques pervers dont il suffirait peut-être de se débarrasser pour que l'école aille mieux. Mais non, les harceleurs, ce ne sont pas les enfants des autres. Ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Et c'était peut-être nous-mêmes lorsqu'on était à l'école, souvenons-nous. Dans une classe dans laquelle il y a un souffre-douleur, c'est tout le monde qui se moque. Le harcèlement, lorsqu'il existe dans une classe, c'est l'impossibilité pour celui qui est dans la classe d'avoir un alibi. Où étais-tu pendant que ton camarade était en train de se faire moquer, railler, humilier? J'étais dans la classe en train de rire avec les rieurs, en train de me moquer avec les moqueurs. Car le harcèlement, c'est d'abord un phénomène de groupe, un mobbing, disent certains pays scandinaves en particulier. Anatole Picasse utilisait ce terme de mobbing et il y tenait beaucoup, c'est-à-dire un phénomène de groupe. On se moque parce que tout le monde se moque. On reprend le surnom parce que tout le monde reprend le surnom. On rit parce que tout le monde rit. Et on met à l'écart parce que tout le monde met à l'écart. Donc la priorité, c'est bien de défaire cet effet de groupe. Oh, sans doute, y a-t-il un élève plus méchant que les autres, celui qui a trouvé le surnom, celui qui s'est moqué le premier, sans doute. Mais si le surnom, personne ne l'avait repris, si la moquerie n'avait fait rire personne, il n'y aurait pas ce phénomène. Donc le harcèlement, c'est d'abord et avant tout un phénomène de groupe, et notre rôle, et c'est bien le sens que je donne, moi, à ces équipes constituées par établissement, c'est de défaire cet effet de groupe, de réindividualiser chacun. Alors, j'ai développé en France, et j'ai essayé d'adapter
au contexte français et francophone, même puisqu'on est allé au-delà, la méthode de la préoccupation partagée qu'Anatole Pikas, ce chercheur suédois qui nous a quittés il y a 2 ans, le 1er novembre, il y a juste 2 ans, c'était le 1er novembre 2021. Et Anatole Pikas, à la différence d'autres chercheurs, a eu la générosité, j'allais dire, de laisser sa méthode ouverte aux professionnels, et a laissé les professionnels l'adapter au contexte qui était les leurs. Et avec les équipes que j'ai formées, que nous avons formées avec le Centre Résis, notre objectif était bien là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait d'abord une prise en charge immédiate des situations. Dès qu'une situation est portée à la connaissance des professionnels, la situation est prise en charge tout de suite. Pas d'enquête, pas de temps perdu à se demander est-ce que c'est bien du harcèlement. Non, on traite les situations tout de suite. Et vraiment cette écoute empathique auprès des victimes, l'incarnation d'une autorité auprès des intimidateurs, ce sont des entretiens avec ceux qui ont pris part au Brimad, ce sont des entretiens brefs, très brefs. L'accueil est courtois, l'accueil n'est pas blâmant, n'est pas accusateur, mais il est très ferme, et on cherche, c'est le nom de la méthode, à faire partager à l'élève qui a participé au Brimad une préoccupation pour celui qui souffre. C'est une éthique. Et si ça marche, c'est pas parce que c'est une espèce de baguette magique qu'il suffirait d'activer pour que cela fonctionne. Si cela marche, c'est parce que c'est d'abord une éthique. Une éthique du souci de l'autre. Et avant que la séance ne commence, nous discutions sur les termes, en particulier sur le terme arabe, qui est peut-être plus fort même que celui de préoccupation. C'est vraiment ce que vit ton camarade, ça le fait souffrir. Il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'abord cela. C'est d'abord une démarche qui est fondamentalement éthique. Préoccupation pour celui qui ne va pas bien. On s'adresse d'abord on fait naître l'empathie chez cet élève qui s'est moqué parce que tout le monde se moquait, qui n'a pas fait cela parce qu'il était intentionnellement méchant. Il s'est laissé prendre dans l'effet de groupe. Souvenons-nous quand nous étions à l'école tout de même. Enfin, on se laisse prendre tellement facilement dans les effets de groupe, et leur ramener à cette réalité ce que vit ton camarade, il va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Dis-moi. Un adulte très présent, un adulte très pressant. Cette méthode de la préoccupation partagée, c'est vraiment le retour de l'adulte avec ses valeurs, et qui n'a pas du tout l'intention de laisser passer toutes ces brimades à l'école. Nous avons évalué 3 fois, alors avec tous les défauts possibles, j'entends bien d'ici, j'entends bien les critiques qui fusent. Nous avons évalué 3 fois cette méthode, en 2019, en 2022, puis en 2023. D'abord dans une seule académie, celle de Versailles, puis dans 8 académies, puis dans 8 autres après. Et nous avons les 3 fois obtenu ce taux de 83% presque de résolution des situations. Alors j'entends tout de suite ceux qui disent jamais une méthode ne réussit à 80%. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ce n'est pas la méthode qui est efficace. Ce qui est efficace, c'est la détermination des professionnels. Ça n'est qu'un outil. Sans doute, cette évaluation n'est pas satisfaisante, et nous avons actuellement un laboratoire de recherche universitaire qui travaille à une évaluation qui sera certainement plus rigoureuse. Toujours est-il que jusqu'à présent, l'efficacité des situations, l'efficacité de la méthode, a été très clairement avérée, mais l'objectif n'est pas de faire en sorte qu'il y ait 8 cas sur 10 qui soient résolus et 2 que l'on laisse par profit et perte. L'objectif est bien de faire en sorte que toutes les situations soient traitées, qu'elles le soient par le biais de cette méthode, qu'elles le soient autrement, mais dans tout état de cause, une équipe qui soit là pour ne laisser
aucune situation sans résolution. Sans doute faut-il aller au-delà. En effet, il faut une équipe, cela ne fait pas de doute, une équipe active dans chaque établissement, mais il faut aussi la vigilance de tous les adultes et la surveillance sans doute des espaces à risque. Le harcèlement prospère là où les adultes ne sont pas, ou là où les adultes sont peu vigilants. L'excellent Benoît Galland, il y a plus de 10 ans, chercheur belge, avait montré dans une enquête dans 3 pays que le taux de harcèlement variait très significativement d'une classe à l'autre. On a tendance à dire, parfois j'entends ce chiffre, puisqu'il y a ce chiffre de 10% qui circule, on dit qu'il y a 10% d'élèves qui sont victimes de brimades. Alors on pourrait se dire 10%, c'est 3 ou 4 élèves par classe. Non, il semblerait bien que à la fois les enquêtes scientifiques, mais aussi le constat qu'on peut faire localement montre que le taux de harcèlement n'est pas homogène dans toutes les classes. Il y a des classes dans lesquelles c'est une tolérance zéro qui est appliquée à l'égard des surnoms, des moqueries, des mises à l'écart. Et quand j'entends tolérance zéro, je n'entends pas par là sanction. Non, c'est simplement que sitôt qu'une moquerie fuse, sitôt qu'un surnom apparaît, l'adulte intervient en disant non, 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 il n'y a pas de place ici pour ça. Et il y a des professeurs, et j'en connais, qui savent très bien faire ça. Des professeurs qui systématiquement, dès qu'il y a un élève qui est en difficulté, le soutiennent. Enfin, à l'école, tout se passe, tout se fait en groupe. Expérience d'ailleurs que nous ne reproduisons plus jamais après. Hein. Imaginez-vous avec 30 ou 40 de vos collègues, 30 heures par semaine, hein, je ne suis pas certain que ça se passerait très bien. À l'école, tout se fait en groupe. Il suffit qu'un garçon ou une fille apparaissent maladroits dans telle ou telle circonstance, que immédiatement les rires vont fuser. Si l'adulte est là pour arrêter les moqueries, pour rassurer l'élève, eh bien, le surnom ne sera pas forcément repris, les moqueries ne seront pas développées par la suite. Et il y a des classes dans lesquelles on laisse faire, on minimise, on se dit que ce sont de simples jeux d'enfants qui ne regardent pas les adultes, c'est pas notre problème. Et puis il y a des classes dans lesquelles, désolé de le dire, ce sont les enseignants eux-mêmes qui se moquent de leurs élèves. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui donnent les surnoms. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui placent leurs élèves en situation d'être mal à l'aise. Est-il vraiment nécessaire de rendre les copies dans un ordre savamment organisé, avec des commentaires déplaisants à chaque copie ? Est-il absolument nécessaire de faire sécher au tableau un élève pendant de longues minutes? Enfin, pense-t-on sérieusement qu'on va lui apprendre quelque chose de cette manière? Donc, vous voyez bien qu'il y a des situations dans lesquelles ce sont nous-mêmes, les professionnels, qui plaçons nos élèves en difficulté. Le taux de harcèlement, donc effectivement, on pourrait presque se dire qu'il va varier en fonction de l'attitude adoptée par le professionnel. Et puis, je voudrais dire quand même un mot d'un problème important. Qu'advient-il dans les classes dans lesquelles le désordre règne? Qu'advient-il dans les classes dans lesquelles il y a ce qu'on appelle du chahut, du désordre, ces classes dans lesquelles il s'avère difficile, très difficile, voire impossible même de faire court tant le désordre est grand? Eh bien, on a là deux souffrances, la souffrance du professeur et celle de l'enfant victime de brimade, car tous les élèves victimes de brimade nous l'ont dit, l'endroit le pire, l'endroit qu'ils redoutent le plus, c'est bien précisément celui dans lequel le désordre règne, parce que là, tout devient
possible, et l'adulte, l'autorité de l'adulte est elle-même mise à mal. Nous avons eu l'occasion d'en parler hier. Dans la violence scolaire, il y a aussi une violence qui est dirigée contre les professeurs. Il y a des professeurs qui, eux aussi, vont à l'école, la peur au ventre. Il y a des professeurs qui, eux aussi, sont en très grande difficulté. Et puis, bien sûr, il faut surveiller les lieux à risque, tous ces lieux dans lesquels on laisse les enfants dans une absence de surveillance. J'ai eu la possibilité de faire, il y a 4 ans maintenant, ou 2019, je crois, un peu plus, une enquête avec Bertrand Gardette sur les transports scolaires, transports strictement scolaires. Nous nous sommes rendus compte que le taux de harcèlement dans les transports était absolument identique à l'école. C'était en général les mêmes élèves qui en étaient les victimes. Mais les transports scolaires, comme les cours de récréation, m'ont vraiment fait penser à ce que Hannah Arendt, en 1958, disait dans La crise de l'éducation, donc il y a plus de 60 ans, dans lesquelles elle dénonçait cette illusion dans lequel certains pédagogues s'étaient installés, cette illusion d'un monde de l'enfant dans lequel les adultes n'auraient pas besoin de pénétrer, il suffirait qu'ils le regardent de loin. Voilà, on met 300, 400 élèves dans une cour de récréation sous la surveillance de 2 adultes qui ne peuvent pas avoir les yeux partout, et puis on se dit, oh, pourquoi ça se passerait mal? On met 50 élèves dans un bus avec un chauffeur qui a pour mission de tourner le dos précisément à ce qui se passe dans le bus. Et on se dit, oh, pourquoi ça se passerait mal? Mais pourquoi voulez-vous que ça se passe bien? Enfin, c'est le cas des couloirs, des vestiaires, des réseaux sociaux. Bien sûr, ces réseaux sociaux qui sont devenus des cours de récréation numérique dans lesquels aucun adulte ne pénètre lorsque ce sont les enfants qui jouent dans ces lieux. Alors évidemment, nous ne pouvons certainement pas avoir les yeux, partout, nous ne pouvons pas être partout, c'est évident, et les problèmes de recrutement des enseignants et des personnels éducatifs d'une manière générale sont présents dans tous les pays. C'est peut-être pour cela qu'on peut peut-être aussi associer les élèves à la lutte contre le harcèlement scolaire. J'avais commencé il y a longtemps, c'était en 2004-2005, donc ça va faire 20 ans. J'avais commencé à développer un dispositif qui a été repris en France sous le nom des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on sensibilise des élèves à la question du harcèlement et on en fait en quelque sorte nos ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être les yeux et les oreilles des professionnels là où ils ne peuvent pas être. Détecter les situations et les signaler aux adultes. Il n'est évidemment pas question de leur demander de dénoncer qui que ce soit. Ce n'est pas le but. Le but, c'est précisément de signaler celui qui ne va pas bien. C'est encore une fois la même approche, la même éthique, c'est-à-dire une éthique du souci de l'autre, une éthique de l'inquiétude pour celui qui ne va pas bien. Détecter les situations, les signaler aux adultes, voilà la mission que l'on peut assigner à ces élèves ambassadeurs et qui est très complémentaire de ce que peuvent faire les équipes sur place. Parce qu'au fond, c'est bien cela. Et je conclurai par là. Une équipe mobilisée contre le harcèlement, c'est vraiment la vigilance de tous. Des professionnels dans les classes, attentifs aux difficultés des élèves, des adultes qui seront formés, sensibilisés à la question du harcèlement. Et incontestablement, je ne sais pas ce qu'il en est au Maroc, mais je peux vous assurer qu'en France, la formation des enseignants sur ce plan-là est très défaillante. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc des enseignants qui savent, de par leur formation, que de par l'activité scolaire même, il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui peuvent être en danger dans leur classe et leur demander d'y être attentifs. Des élèves ambassadeurs, c'est-à-dire qui vont
avoir cette même préoccupation. Vous voyez bien que d'un bout à l'autre, c'est une démarche qui est fondamentalement éthique. Des élèves ambassadeurs qui vont détecter et signaler toutes les situations, en particulier là où on ne peut pas, les voir. Ben, hier soir, sur les réseaux sociaux, il y a une photographie qui a circulé, une photographie gênante, humiliante, indécente, etc. Immédiatement, ils alertent les adultes dans la cour, il s'est passé telle chose. Vite, on alerte un adulte, pareil dans les transports. Et puis, l'équipe sur place qui accompagne les victimes avec toute l'empathie, toute la bienveillance dont je parlais tout à l'heure. Et la même équipe, enfin, d'autres membres de l'équipe, une équipe en moyenne, c'est en France, celles qu'on a installées, c'est en moyenne 5 personnes, 5-7 personnes, des fois plus, quelques fois moins, hélas. Et puis, cette équipe intervient aussi auprès des intimidateurs en incarnant une autorité. Voilà ce que on a essayé de développer. Je me disais en 2019, quand j'ai lancé le projet d'une équipe par établissement, je me disais ça doit être réalisable dans un délai de 5 ans. 5 ans, ça serait 2024, donc je pense qu'on n'y sera pas. J'étais beaucoup trop optimiste. Mais là où je m'aperçois que j'avais des raisons d'espérer, c'est que je me rends compte que au Maroc, cette même démarche est reprise, et c'est ce que développe excellemment Amal Assoud. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Merci donc infiniment, Monsieur Bellan, pour cette présentation, qui est également dans la particularité, c'est qu'elle met le doigt sur les solutions d'abord, comment les rendre effectives au sein des établissements scolaires. Je ne reviendrai pas sur ce que vous avez expliqué avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de clarté, mais j'ai retenu des mots tels que accompagnement, empathie, écoute, bienveillance, coopération, vigilance, responsabilité, mobilisation. Je pense que le champ sémantique se passe de commentaires, mais je dois quand même rappeler que dans la proposition ou la démarche que vous préconisez, vous mettez vraiment l'accent sur la responsabilité des adultes, et vous l'assumez. Mais en même temps, on découvre qu'il y a quand même une démarche participative parce que les élèves, eux aussi, sont mis à contribution. Pour finir, je voudrais juste revenir sur l'effet de groupe sur lequel vous avez beaucoup insisté. Et là, je partage avec vous une phrase qui m'avait un jour très marquée en demandant à une petite fille de 10 ans dans l'entourage familial, je lui dis pourquoi tu ne fais pas tes exercices? Je me dirige pourquoi tu ne fais pas tes exercices pour être la première? Et cette petite, elle me répond de manière tout à fait normale. Elle me dit, mais Tati, je ne veux pas être la première. Je veux être normale et avoir des amis. Voilà, donc nous voulons tous être normaux et avoir des amis, comme a dit cette petite. Voilà, donc je termine par ça et je donne la parole sans plus tarder à Madame Hassoun, me permettant de dire combien on se réjouit tous d'être dans cet atelier, dans les solutions. Donc, on reste optimiste. Bonjour et merci pour cette belle occasion pour exposer le travail mené en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Alors, nous allons parler de harcèlement, cyberharcèlement,
bien entendu, M. Bellon a longuement parlé du harcèlement scolaire, il l'a défini, il a vu, et c'est clair. Nous sommes tous d'accord que dans cet espace où nous parlons de violence, le harcèlement scolaire, c'est un phénomène violent, bien entendu, qui se passe dans un établissement scolaire, au sein d'un établissement scolaire, ça peut être même en dehors, mais c'est entre les élèves d'un établissement scolaire. C'est un phénomène qui se définit, qui a été longuement défini, mais si vous voulez, les caractéristiques que l'on retrouve dans chaque définition, c'est le caractère répétitif, la disproportion des forces et l'incapacité qu'a la cible ou la victime à se défendre. Bien entendu, grâce à l'éclairage que nous a donné M. Bellon, on comprend bien qu'une personne face à un groupe, c'est normal. La répétition, elle vient du groupe, le fait que ce soit un groupe qui reprenne des insultes ou des moqueries, que l'insulte n'est pas forcément répétée par une personne, mais elle est reprise, que la disproportion des forces, elle vient du fait que c'est une personne face au groupe, et bien sûr l'incapacité à se défendre. Comment pourrais-je me défendre, moi, victime, face à un groupe aussi important? Donc, c'est ce déséquilibre-là et cette injustice-là que subissent nos élèves dans les établissements scolaires qui nous préoccupent. Alors, bien entendu, tout ce qui se passe, bien sûr, là, depuis quelques années, depuis l'avènement des nouvelles technologies, depuis les réseaux sociaux, on sait très bien que tout ce qui se passait à l'école, dans la cour de l'école, ça se passe la journée. Le soir, c'est discuté dans une autre cour, une cour géante, sur les réseaux sociaux, où les insultes sont reprises. Elles sont même, il y a de la surenchère, ça va être amplifié. Et ce qui se passe le soir sur les réseaux sociaux peut être repris le lendemain matin au sein de l'école. Donc, ça fonctionne comme un vase communicant, c'est-à-dire l'un va nourrir l'autre. Bien entendu, avec la crise Covid, et bien sûr qui nous a amené à faire de l'enseignement à distance, tout de suite, on a mis entre les mains des enfants des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, mais sans les accompagner réellement. Il n'y a pas eu de code de conduite, c'était l'urgence parce qu'il fallait reprendre l'école. Donc, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur pendant cette période-là et a été une réelle préoccupation pour nous tous. Bien entendu, comme on voit que l'un nourrit l'autre, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'agir sur du cyberharcèlement, mais Dan Oleus nous l'a dit, mais il n'y a pas que lui, et on le voit sur le terrain, quand on agit sur l'un, on peut réduire l'autre forme, c'est-à-dire agir sur le harcèlement scolaire au sein de l'établissement scolaire, ça permet de réduire l'autre forme. Alors, dans ce contexte-là, et bien sûr, il y avait le projet du ministère, la feuille de route 2022-26, avec les engagements 06 et l'engagement 11, qui préconisent une école bienveillante où on va dispenser de la formation, j'espère qu'elle sera continue pour nos enseignants. C'est l'engagement numéro 11. L'engagement 11, il met l'accent sur une école, un climat d'école bienveillant et le climat scolaire apaisé. Donc, tout de suite, le ministère nous a contactés. D'abord, le ministère c'était la direction génie,
Et ensuite, la vie scolaire, la direction de la vie scolaire se sont associés pour mettre en place des pilotes. Rhésis a été sollicité pour mettre en place des pilotes, pour mettre en place des équipes dont a parlé M. Bellon, c'est-à-dire une équipe par établissement. Donc, on a fait un test, un premier pilote. Le premier pilote a concerné l'académie Rabat Saleh, Kenitra. Il y avait aussi Srerat. Et c'est d'abord 3 lycées qui ont été visés. Ça a démarré en janvier 2022. 3 lycées qui ont été visés. À chaque fois, c'est 21 enseignants. On a pris 7 par établissement. C'était vraiment important d'avoir 7 personnes. Pour le collège, ça a démarré un peu plus tard. Et nous avons pris, pareil, 21 personnes avec 21 enseignants, mais pas que. Il y avait aussi des cadres d'appui social. Il y avait psychologue, l'assistante sociale. Donc, toutes ces personnes-là ont été formées pendant plusieurs journées. Ils ont eu droit à de l'apport théorique, des ateliers pratiques, des mises en situation, des études de cas. Et bien entendu, quand la formation est terminée, la formation sur place est terminée, ils ont accès à des vidéos tournées par M. Bellon et Mme Cartier qui reviennent sur toutes les notions et toutes les bases de cette théorie, avec bien sûr des jeux de rôle. C'est vraiment des vidéos qui sont très apprenantes. Alors, dans les collèges, nous avons eu aussi la possibilité de former 21 autres enseignants. Ils ont bénéficié d'une formation à la discipline positive et à la communication non violente. Je reviendrai sur le pourquoi. Alors, un peu plus tard, en décembre, nous avons mis un deuxième pilote où on a tenté quelque chose de plus grand, c'est-à-dire on a associé 61 collèges. Nous avons visé 61 collèges de la direction provinciale de Tanger, où 122 enseignants, soit 2 seulement, par établissement, qui ont été formés à la méthode de la préoccupation partagée. Là, nous étions plus nombreux et il y avait M. Bellon, il y avait Mme Cartier et ça a duré 3 jours avec nos partenaires. Il y avait l'Agence de développement du digital qui a aussi fait de la formation aux enseignants pour présenter Ihimaya et pour l'usage sain d'Internet. Nous avons eu la DGSN et l'AGR qui ont mis aussi parler du cadre qui existe pour le cyberharcèlement. Et il y a eu Orange qui a soutenu nos interventions. Alors, pour l'évaluation, il n'y a qu'une première évaluation qui a été faite. C'est l'évaluation du lycée et du collège de Rabat, Rabat Saleh et Srerat, Kenitra, où les résultats, il y avait très peu de situations traitées. Et là, nous comptons retourner pour faire d'autres évaluations. Et les résultats n'étaient pas très loin de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et notamment en France. En sachant que, je reviendrai pour commenter ces chiffres, il y avait des enseignants, il y avait des groupes, il y avait des cellules où ça fonctionnait un peu plus, où les résultats étaient meilleurs, mais nous étions sur cette moyenne-là. Alors, les constats, c'est que pendant la formation, pour le pilote 1, nous avions face à nous des enseignants qui n'ont pas choisi d'être là.
Ils ont été désignés, des équipes désignées par les chefs d'établissement, et ils se retrouvent devant nous, ne sachant pas trop ce qui les attend, pas très bien préparés, même si on leur a dit, ils ont eu un écrit qui développait bien, voilà, mais c'était pas, on n'avait pas forcément l'adhésion, et il y avait beaucoup de résistance, hein, ce que l'on peut comprendre quand on n'a pas choisi d'être là. Alors, nous avons rencontré pas mal de difficultés sur le terrain parce que c'est la méthode de la préoccupation partagée, comme nous l'a dit M. Bellon, c'est une méthode qui c'est avant tout une posture, c'est avant tout une éthique, c'est avant tout un socle de valeurs. Et ça a été un point difficile parce que quand vous avez un enseignant qui vit de la violence, qui vit dans la violence, comment peut-on lui demander d'être dans cette bienveillance, de se préoccuper de l'autre quand il est préoccupé par ses propres soucis? Donc, il a fallu beaucoup de temps pour d'abord les écouter, pour qu'ils puissent déposer leurs soucis, pour connecter avec eux, pour les rassurer, pour les amener à voir je les ai invités, nous les avons invités à être patients, à regarder pas par pas, petit pas par petit pas. Et chaque jour qu'ils revenaient vers moi, je sentais qu'il y avait une petite évolution. Donc ça, la souffrance des enseignants, c'était une des difficultés. Il y avait une autre difficulté, c'est que quand on parle de notre méthode, la méthode de la préoccupation partagée, et qu'on dit c'est une méthode non blâmante, ça hérisse les gens. C'est quoi dans un établissement scolaire? Nous, la punition? Non, on se calme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... C'est pas du laxisme? Non, vous verrez, c'est pas du laxisme. Nous avons une autorité à réinstaurer au niveau de la classe, au niveau de l'établissement, et c'est ça ce que nous cherchons par cette méthode. Et donc, il a fallu faire un travail incroyable avec eux pour qu'ils changent de paradigme, pour qu'on les rassure par rapport à la méthode non blâmante, leur dire que d'abord, nous, quand on démarre cette série d'entretiens avec les élèves, on rassure, on a toujours sous la main la possibilité de sanctionner. Et elle est là, la sanction est en suspens, elle est mise en suspens, le temps une quinzaine de jours, 3 semaines, le temps de voir l'évolution de la situation et de s'assurer que la solution a été résolue, la situation a été résolue. Donc, non blâmante a été quelque chose de difficile à intégrer. Une autre difficulté de changement de mindset, de paradigme, c'est que cette fameuse essentialisation des différentes parties. On est victime parce que. Et ça, pour l'avoir vécu quand je suivais les élèves dans un établissement scolaire, à chaque fois qu'on me ramenait un élève quand une victime venait, quand on l'a déclarée, on cherchait à chaque fois ce qu'elle avait de travers, ce qui n'allait pas chez elle, pour justifier justement le fait que ses camarades, ah oui, c'est parce qu'elle est trop grosse, ah oui, parce qu'elle est trop petite, ah oui, parce qu'elle est très grande, ah oui, parce que... Et pareil, du côté des intimidateurs, quand on a un intimidateur sous la main, ou un groupe d'intimidateurs, on se dit, oui, en fait, ses parents sont divorcés, en fait. Et le risque de cela, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Bellon, c'est que l'on passe à côté de plusieurs choses. D'abord, la possibilité de voir la souffrance qui se joue. C'est ça ce qui est le plus important, c'est qui souffre.
ensuite de rester à l'écoute de ces enfants-là et de ne pas externaliser les problèmes. Parce que très souvent, dès qu'il y avait un enfant qui était soit intimidé, soit parce qu'il intimide, on dit, ah ouais, alors on va sanctionner, hop, c'est réglé, parce que moi, en tant qu'école, qu'établissement, j'ai un outil très efficace, c'est la sanction. Allez, hop, on va sanctionner, et après on va envoyer chez les psys, ils vont faire leur travail, parce que nous ne sommes pas des psys. Et ça, c'est le discours que j'entendais au quotidien dans l'établissement scolaire où je travaillais avant. Donc, c'est très dangereux. D'abord parce que les enfants, une fois qu'ils ont été faire leur thérapie, ils ont passé des mois en thérapie, ils voient que rien ne s'améliore parce que dès qu'ils reviennent à l'école, et comme il y a eu des sanctions, ils savent très bien qu'il y aura des représailles, ils se mettent en danger et il leur faut une bonne dose de courage pour repartir à l'école. C'est pas simple pour eux d'aller sur un terrain miné parce qu'ils savent que non seulement il aura au minimum la dose qu'il avait avant, mais en général, la dose est multipliée par... elle est beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, quand j'étais sur le terrain, quand je vais sur le terrain, à chaque fois que je reçois un élève victime, l'élève me dit, quand je dis « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» La réponse est très simple, c'est que ça cesse. Et pour eux, ce n'est pas punir l'autre qui va les nourrir, mais que ça cesse, qu'il soit reconnu, comme l'a dit M. Bellon, reconnu dans sa douleur, et puis qu'on trouve des solutions pour que ça cesse, tout simplement. Donc sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Alors, donc ça, c'est la difficulté de l'essentialisation. Bien sûr, il y avait beaucoup de peur et beaucoup d'appréhension de la part des enseignants, la peur de la charge supplémentaire. Ils sont déjà assez chargés. Donc, ils se disaient, mais c'est joli ce que vous nous proposez, mais nous, comment est-ce qu'on va trouver du temps pour faire tout ça? C'est pas possible. Et en plus, une charge qui n'est pas rémunérée. Donc, pourquoi moi je vais travailler, je vais faire du bénévolat, ça va me servir à quoi, etc. Donc, des questions légitimes. Après, nous avons également le poids de la culture. Quand on attaque le cyberharcèlement et quand on parle de sexting, le sexting, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais je vais prendre deux secondes pour clarifier. Le sexting, c'est cet échange au départ, c'est des échanges de photos, voilà, des photos dans l'intimité. Et soit sur un coup de tête, soit pour se venger, soit par maladresse. À chaque fois, c'est différent. Les photos se retrouvent sur le net, sur les réseaux sociaux. La photo sort du cadre privé pour se retrouver dans un cadre public. Et là, c'est très violent, beaucoup de souffrance pour la personne qui vit cela. Et c'est plus que de la souffrance parce que la personne reçoit de nombreuses blessures, elle vit de nombreuses blessures. La trahison, le rejet. Franchement, c'est un moment où la victime est en danger de mort. Et je mesure mes mots quand je dis cela. Et quand on prépare les équipes à accueillir ce genre de situation, et ça existe chez nous, nous les avons traités. Et quand on parle quand on leur demande d'accueillir une personne qui a été auteur qui a envoyé une photo, bien sûr, la première chose, mais qu'est-ce qui t'a pris pour envoyer cette photo? On lui en veut d'avoir envoyé cette photo. Alors que nous, le message, il est tout à fait à l'inverse. On va essayer de la protéger en lui disant « Toi, t'as rien fait de mal. » Ça, c'est énorme. Ça brûle les bouches. Pour dire à un enfant, une jeune, à une fille ou un garçon, de lui dire « Écoute, toi, t'as rien fait de mal. » Et la honte doit changer de camp.
c'est l'autre qui est coupable. D'ailleurs, la loi, elle pénalise la personne qui a divulgué les contenus, et pas celle qui a pris la photo, par exemple. Donc, ça a été quelque chose de très difficile à faire accepter aux équipes et de leur demander de protéger la victime dans un moment aussi difficile, dans un moment où elle est aussi vulnérable, parce que tout simplement, on a cette croyance, quand on a donné une éducation à un enfant, quand on lui a donné des valeurs à la maison, ben, c'est pas possible. Je l'ai assez prévenu, je l'ai assez bien éduqué. Cet enfant ne peut pas envoyer, et à l'école, on en a parlé, on a fait des séances de prévention. On lui a dit que les photos, il ne faut pas envoyer. Eh bien oui, quand il y a les hormones qui arrivent, elles font fi de tous nos conseils et de tout ce qu'on leur a appris. Voilà. Donc, ça, c'est un moment dangereux, d'autant plus que nous savons très bien qu'une autre difficulté, c'est que ces contenus continuent à faire le tour de la toile. Même si on dit qu'il y a du signalement, parce que les plateformes vous disent, il y a tout le temps, vous pouvez cliquer pour signaler un contenu malveillant, un contenu. Et bien dans ces cas-là, bon, il y a certaines photos qui sont retirées, mais après un laps de temps, donc il y en a qui l'ont. C'est viral, c'est parti, même si elles sont en plus sur les réseaux sociaux, il y en a qui les ont sur leur téléphone, donc ça peut repartir à n'importe quel moment. Et donc, c'est une très, très grande difficulté que de combattre juste par l'élimination et par le signalement, d'où l'intérêt d'avoir cette équipe qui va être un pare-feu dans cette situation de crise, où nos enfants sont en risque ils sont en danger de mort. Voilà, donc ça c'est pendant la formation. Après, nous faisons des visites au sein des établissements scolaires. Les visites, il y avait d'abord à la fin de la formation, ils ont tous un questionnaire et ça sortait d'une façon assez forte que leur posture, que la formation a beaucoup aidé la compréhension de certaines choses, par exemple, faire passer un élève au tableau ou bien donner remettre des notes aux enfants à haute voix. Pour eux, ils ne voyaient aucune humiliation dans cette situation. Et des prises de conscience comme ça, il y en a eu pas mal. Les prises de conscience de oui, j'ouvre les yeux, de dire ici, il est interdit de se moquer, il est interdit de couper. C'est-à-dire un élève qui a donné une réponse fausse, que c'est normal, c'est un espace d'apprentissage, etc., etc. Donc, juste des petites choses comme celle-là, ils ont signalé que ça les aidait. Alors, bien sûr, tout n'est pas réglé. Hein, on a vu le Canada, combien il a mis d'années et combien il est encore là-dedans. C'est pas facile, c'est le plus dur. Et nous n'avons pas, bien sûr, de solution miracle, parce que tout à l'heure, Madame Beaumont a parlé de la pyramide de prévention. Eh ben, nous sommes plus dans du curatif, c'est-à-dire que quand on a mis plein de choses en place et que ça n'a pas fonctionné, quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ça aide à résoudre les situations sur place. Augmentation des cas de harcèlement. Oui, ça m'a été signalé, mais madame, voilà, vous savez, maintenant, il y en a de plus en plus. Je dis, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils osent venir vous en parler. Ça veut dire que vous commencez à avoir de la visibilité. Ça ne veut pas dire que votre action va générer de la violence. Non, c'est tout le contraire. C'est que les enfants, les parents, les autres enseignants sont rassurés. Ils savent vers qui orienter une situation
de harcèlement. Donc, il y a certains établissements qui ont parlé d'apaisement de leur climat. Quand nous les avons visités, nous avons rendu visite avec les gens de génie. Ils disaient que à la même époque de l'année précédente, ils avaient énormément de situations problématiques avec beaucoup de tensions et que là, ils se sentaient un peu plus apaisés. Bien sûr, il y a toujours le souci des parents. Les parents ne sont pas forcément encore impliqués ponctuellement. Certaines personnes qui sont dans la cellule reçoivent les parents, mais les parents ne sont pas encore tout à fait impliqués dans le processus. Bon, je passe au point suivant. Ce qui était aussi intéressant, c'est que ces personnes, ces équipes parlaient, elles étaient un peu plus rassurées et elles se sentaient valorisées, elles avaient contribué, donc il y avait un sentiment d'appartenance qui apparaissait. Elles avaient de la reconnaissance, soit des élèves, soit de la direction, soit des collègues, et donc des fois des parents, quand les parents ont été sollicités, et c'était valorisant pour eux. Il y avait moins de plaintes pour la charge de travail. Il y en a même qui disaient, oui, c'est vrai que c'est du temps qu'on investit, mais en fait, on rattrape facilement en traitant les situations, on ne les laisse pas grossir ou ça devient toxique pour tout le monde. Quand on prend le problème au départ, quand on arrête des brimades, c'est pas très difficile de récupérer, de gagner du temps. En plus de ça, ils ont vu in situ que recevoir des intimidateurs, c'est des séances. Monsieur Bellon, il aurait pu nous faire ici la démonstration comment est-ce qu'il reçoit les intimidateurs, mais ça prend très très peu de temps. Et quand on leur disait ça pendant les formations et quand ils faisaient les jeux de rôle ou les études de cas, ils pensaient que ça restait de la fiction. Eh bien, quand ils étaient sur le terrain, ils se sont rendus compte que réellement et effectivement, ça ne prenait pas plus de temps que cela. Une meilleure connexion avec la direction, hein, ça c'était important parce que ce sont tous des personnes qui étaient motivées à faire des séances de prévention, de parler de leurs cellules, de faire un peu, de donner de la visibilité à leur travail, et donc forcément ils étaient en meilleure connexion avec les équipes et avec leur direction. On a vu beaucoup de créativité, beaucoup d'actions très intéressantes mises en place. Alors, là ça c'est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de déperditions. Quand on en avait 7, on s'est rendu compte que très souvent, à cause des mouvements, à cause voilà, il y a plusieurs raisons, mais les personnes bougeaient d'un établissement à un autre, et des fois elles se retrouvaient dans un établissement toutes seules. Il y en a qui ont recréé leur propre équipe, hein. Ils se sont mis à former, ils m'ont sollicité pour revenir et faire une petite formation, compléter ce que eux ils avaient déjà transmis, et ça c'était intéressant à voir. Mais il y en avait une qui était partie au Canada, hein, et voilà, il y en a une qui était partie à Casablanca, mais on n'a plus eu de nouvelles, et donc même une équipe de 7, on en perd. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on va trouver le jour où on va aller visiter Tanger, où on a formé uniquement 2 personnes par équipe. Alors, ce projet a des perspectives. Nous allons, bien sûr, j'espère que nous allons dépasser la France, Monsieur Bellon. Hein, moi, je vais susciter de la jalousie et pas de la préoccupation, là. Notre ministère a décidé de mettre ça dans la formation des enseignants. Donc, nous aurons 44 formateurs principaux dans des AREF et CRMF, 1200 enseignants formateurs au sein des CRMF
qui vont aussi, et 250 formateurs et cadres d'appui social, des orientateurs au sein des AREF, ils seront formés. Et nous aurons pendant 3 ans, nous arriverons à former 6573 enseignants et cadres d'appui social, orientateurs, avec en touchant exactement 2200, 2191 collèges. Et chaque année, pendant ces 3 années, 20 000 enseignants stagiaires seront sensibilisés lors de séminaires, de conférences comme celle qu'a donnée hier soir Monsieur Bellon. Il y en aura d'autres au cours de ces 3 ans. Et bien entendu, ce qui n'a pas été fait dans le premier pilote, c'est la formation, et ça sera fait, c'est la formation des élèves ambassadeurs. C'est un maillon de la chaîne qui, à mon avis, au-delà de... il va informer, mais c'est lui qui va aller, ce sont eux qui sont sur le terrain. Et quand l'équipe va un petit peu passer à autre chose, pendant que l'équipe sera prise par d'autres problématiques, les élèves sur le terrain vont leur rappeler qu'il y a des situations qui doivent intervenir et résoudre ces situations. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci Amel, merci pour, je dirais, les retombées d'une expérience qui est déjà en marche. Ça, c'est très important de le dire. En général, on fait dans un colloque, il y a plus d'éléments, plus de concepts, plus de théories, mais là, nous avons vraiment beaucoup de chance de parler aujourd'hui de choses qui existent et qui se pratiquent déjà sur le terrain. Ce qui donne encore plus de sens à ton expérience, je me permets de le dire, c'est le fait que tu as été déjà mobilisée en tant qu'enseignante pendant plus de 20 ans à titre bénévole pour répondre à ce fléau. C'est ce qui nous rassure parce que dans l'exposé de M. Bellan, il a parlé d'une méthode importée de Suède et qui a été adaptée au contexte français. Donc, je pense, nous pouvons être rassurés puisque tu portes la méthode avec le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Et donc, on est sûr qu'elle sera adoptée également au contexte marocain. Je retiendrai, ou on pourra retenir également de ton intervention, le fait que elle rejoint également, et ça donne beaucoup de cohérence, et quel plaisir d'être dans une présentation où il y a cette cohérence. Ça rejoint la proposition ou la présentation de Madame Beaumont, qui a parlé également du bien-être des enseignants et du bien-être des élèves. Parce qu'on se focalise d'habitude sur les élèves et on oublie que généralement, les gens heureux ne peuvent pas être agressifs. Et donc, pour qu'il n'y ait plus peut-être de violence, il faut qu'il y ait beaucoup de bonheur dans nos écoles. Et donc, encore une fois, sans tarder, je souhaite la bienvenue à Madame Sana Herkama. You're welcome. Et j'espère que vous allez nous présenter également votre intervention. Il est encore une fois question de méthode et de solutions qui nous viennent cette fois-ci de Finlande. Donc, on a fait le tour, le Québec, la France, le Maroc. Donc, on part, attachez vos ceintures, on part en Finlande. Thank you very much for Merci your kind introduction. I hope you infiniment can hear pour me well. votre introduction. J'espère Thank que you vous arrivez also à for the m'entendre. opportunity to Merci pour l'opportunité introduce you this Finnish example of effective de bullying vous prevention. partager avec vous cet As said, exemple. I'm today concentrating on high quality and sustainable Nous allons nous implementation. In concentrer sur Finland, we have l'importance de la haute already quite qualité many et de years l'implémentation dans la of bullying durabilité ou prevention durable. being done on national level.
And most recently, we've been concentrating on the high quality and Récemment, on se sustainable concentre de implementation. plus That en plus means sur what does it take in everyday l'implémentation de haute life to qualité et implement an durable. Ça veut anti-bullying dire program or qu'on a perspective? tous What les needs to be jours taken pour into mettre en place des consideration that the perspectives, tools des that we programmes have qui prennent en developed are considération really able to bring la us the things prévention that we de want in l'harcèlement terms of reducing bullying en- and increasing the et well-being of améliorer children. le bien-être des enfants. Topics, just brief introduction to Les sujets, implementation on va avoir science une in the bullying prevention introduction field. du And then I will programme. talk briefly about Kiva anti-bullying Ensuite, je program vais vous developed parler in du Finland. You programme might Kiva, heard about it, programme or you might have anti-bullying, referred to this program anti-harcèlement, earlier on développé en during these 2 Finlande. Je vais days vous that donner you've had 3 the wonderful exemples de l'importance opportunity de la mise to en place concentrate on de ces bullying and programmes. violence in school communities. And then I share you with 3 examples that are evidence-based qui and sont basés connected to sur implementation and really la putting vie those réelle practices and efforts et qui into parlent play des in efforts et des everyday life at pratiques school. dans le A quotidien few en milieu concluding scolaire. remarks. Et ensuite, j'aurai des remarques Maybe before I pour go conclure. on to introducing the Kiva program Alors, briefly, I le would Kiva like to tell programme, you je that voudrais in vous Finland, dire qu'en as I Finlande, said, we have comme already je l'ai déjà 15, mentionné, on a nearly 20 years of 15-20 nationwide bullying ans prevention de taking programmes de place. prévention Our legislation from d'anti-harcèlement. 1990 onwards has already emphasized the On importance a of safe déjà school souligné environment, but that l'importance didn't d'un really lead environnement to sûr, effective anti-bullying sécurisé en milieu practices. scolaire. And in Et 2003, en Finnish government 2003, and le especially the gouvernement Ministry of Education finlandais, decided to spécialement le amend the ministère de law, and l'Éducation, a from décidé d'amender la loi 2003 onwards, every Finnish school et que chaque has to école make a plan finlandaise against bullying doit and avoir un violence, plan and they need contre to put la that plan violence into et action le and harcèlement et monitor doit the adherence to mettre it. en action ce plan. But that also did not Mais lead to very, very strong bullying cela n'a pas initiatives because vraiment schools were mis en lacking place de concrete vraies tools. initiatives solides. And that was the moment when the Ministry of Et ça, c'était Education le in moment où Finland le decided ministère de to l'Éducation fund a finlandaise a project that would décidé develop de tools that développer would be des available outils, and free to Protect each qui and every développe des outils school in Finland efficients offering pour basic combattre education. le harcèlement et la And violence that en was the milieu scolaire. moment Et ça, when the c'était Kiva anti-bullying program le moment came où into place. le programme Kiva But in a été general, mis en if we look place. at the bullying En prevention général, field si as on a voit whole, there are le several other domaine de la programs, prévention de initiatives to tackle l'harcèlement, bullying. And here also quite often in these programs, also cyberbullying souvent is on a included in aussi dans these ces programs, programmes and le also cyberharcèlement some forms of sexual harassment et des are formes considered to be de bullying. harcèlement sexuel. And these programs are Et ces quite often programmes whole school programs. They sont consist of several components. des programmes And de meta-analysis multi-composantes. indicate that these programs Et indeed cela are able to démontre que reduce ces bullying. programmes sont There's of capables de course réduire le differences, harcèlement. and these programs tend to be more effective with the younger Et children ces than programmes ont older tendance à children, être and beaucoup so plus on and efficaces, so beaucoup plus forth. efficients avec les enfants de bas âge. But quite rarely in the field, the implementation of these Mais la tools mise en has been place paid dans le attention to. terrain ou sur So le people terrain tend to develop a programs and test their eu effectiveness, apporté but ses there's fruits. barely any studies on what happens afterwards. And with Kiva program, since it has Avec been le programme available over 10 Kiva, years on in a Finnish aujourd'hui schools, we've des had the études de possibility 10 ans to qui nous explore the démontrent, qui implementation explorent la mise en of place that du particular programme program in everyday life at dans la school. vie quotidienne So how à are bullying l'école. prevention Alors comment programs est-ce que implemented in ces everyday life programmes at school? What sont needs to mis be en taken place à into l'école? account that Ce qu'on they doit prendre en work as considération, intended? So developing effective interventions is the only step. donc développer Piloting, les developing, interventions est la seule evaluating, étape then broad vers rollout as has been in l'amélioration Finland et are the steps du to be bien-être taken. et de la And then you santé can des improve enfants. the health and well-being on national level in Ensuite, on country peut like Finland. So améliorer la santé implementation et le really is the bien-être à un challenge. niveau national. It doesn't help you if you have a fancy Hoover, you need to use it as well. Otherwise, the C'est pour dust ça que j'ai comes in l'image and you de need to dig the l'aspirateur Hoover out Hoover. again Ce n'est and pas tout again d'avoir un and aspirateur again. Hoover, And mais bullying le truc, c'est prevention de really, savoir comment according to l'utiliser. studies, Donc is avoir des programmes, c'est systematic, bien, mais long-lasting, il and faut the longer aussi you les do it, mettre the en better place. results you tend to get. Now, a few words about Kiva Alors, anti-bullying quelques program, as well a whole présentations school du programme. program, including C'est un multiple programme qui components. inclut de Those are 3 multiples components in the composantes. program. One of Il y a them 3 is universal composantes. actions that are C'est targeted les to actions each and every universelles student in the qui school, and doivent those include, impacter for la vie de example, chaque preventive élève. lessons,
There are indicated actions that Il y a are des very actions clear d'indication qui guidelines, sont what claires, needs des to be done guidelines, if des an orientations, acute des bullying directives case très comes très to claires attention dans ce of the programme en staff cas member. de bullying And ou then de there are harcèlement. monitoring tools. Each and every Kiva school takes a survey every spring. On a All of the des students enquêtes take qui the sont survey faites and few chaque staff members. printemps And you're able to see avec what's les happened to membres the et bullying du staff, avec prevalence les in élèves. your Comme ça, on school peut and what are avoir the des actions statistiques, taken des against it. chiffres et savoir quelles actions Evaluated on in a doit very, very large entreprendre. randomized control trial with very promising results. Also, cost effectiveness Il analysis faut has aussi been qu'on ait des conducted. analyses du coût And by the end of et year de l'efficience de ce 2011, dernier. 90% of the Finnish schools were registered program users. On a pour And l'instant currently have 900 about 900 écoles. registered schools in Finland, which would be about 40% of the Et donc, c'est schools. 40% des And écoles also, Kiva finlandaises. is being utilized in 20 Et countries c'est le at the programme qui moment. va être utilisé dans 20 pays. And now I turn to the Hoover example and what does it mean Alors, to maintenant cet utilize exemple de this Hoover et program comment in est-ce everyday qu'il life faut at school. utiliser ce And programme this example is efficacement about et dans la program durabilité. sustainability. Once you launch a program to a school, it's important to think from the very beginning on how to sustain, to C'est improve the travailler comment, implementation of it. Because comment really, the aller dans la longer you durabilité, comment utilize est-ce the qu'on peut program, avoir the ce better results you programme. tend to get. Bullying Et prevention is not la a prévention small sprint, a short project, a campaign, n'est but pas rather juste we une tend to campagne, n'est think pas juste that un it's mot, a n'est pas juste marathon, une action, it's a c'est long plutôt journey un over marathon, years c'est of time. une longue And in aventure. this study, we Et dans cette specifically étude, on a investigated the spécifiquement sustainability of enquêté Kiva la anti-bullying durabilité du program on programme Kiva nationwide level in all of the à un schools that niveau have been national utilizing the et dans program toutes les écoles over the où il time est period of utilisé 7 years, as you sur can 7 see ans. here in the Comme vous bottom, le we voyez have sur le years. graphe. And this bar, y-axis here Et represents the ici, probability or vous voyez tendency la varying from probabilité 0 ou to les 1, tendances allant de how 0 à likely the 1. schools are to Combien sustain and est-ce que continue ces using the écoles vont program. réellement This utiliser is ce the latent programme profile dans le temps, dans la analysis, and in durabilité? that analysis, we identified Dans 4 cette different analyse, types of nous avons schools. identifié And this group les here, the green différents ones, types de schools. this is the bigger group, biggest Là, group c'est le with groupe le plus grand, 42%. celui en And vert. these schools Il were the représente most likely to 42% et ce continue sont over ceux the time qui ont period le of plus 7 de years to chances de utilize the continuer à program. implémenter ou These à mettre other en place groups le were not programme. that Les autres common, groupes, and they decreased in their ils probability ont baissé dans la to utilize probabilité the program, d'utiliser and le the yellow one programme. here has a bit Comme of vous le a voyez, le low jaune start, but then they increased in s'est their arrêté ability, d'utiliser le programme, puis on a eu une tendency to amélioration de utilize the l'utilisation. program. And we were, of course, interested to see what Et on était predicted intéressés de belonging to this voir group that was more likely to continue to use the program over time. quelles étaient les caractéristiques des groupes qui utilisaient dans la durabilité ce programme. Alors, parmi ces caractéristiques, c'était le nombre des élèves. Les écoles sont petites en Finlande et donc c'était les grandes écoles qui utilisaient dans la durabilité ce programme. Les petites, pas vraiment. Un autre élément très important, c'était la bonne coordination. Avoir toute la communauté informée était important pour la mise en place de ce programme. Et les premières années étaient très importantes dans la mise en place, parce que c'est là où ces écoles apprenaient à utiliser ce programme, et donc elles allaient l'utiliser dans le temps si elles savaient comment il faut faire dès les premières années. Et le règlement ou la solvabilité de ces programmes, ou de ces problèmes, les problèmes de harcèlement, est-ce qu'ils étaient solutionnés? Est-ce que ces programmes marchaient dès les premières années? Et quel est le niveau de réduction de ces phénomènes de bullying ou de harcèlement? Pour les écoles qui avaient déjà, si vous voulez, des programmes d'anti-harcèlement, c'était beaucoup plus facile pour elles d'utiliser ce programme. Dans la deuxième étape de cette étude, nous avons pris le groupe persistant, le groupe vert, et on les a interviewés pour comprendre quelles étaient leurs pratiques et quels étaient leurs obstacles, leurs facilités dans leur quotidien. Quels étaient les obstacles
obstacles auxquels ils devaient faire face. On a eu des focus group. On a eu aussi des interviews individuelles. On a trouvé qu'il y avait des éléments à prendre en considération concernant le programme, comme comment est-ce qu'il est utilisé, est-ce que les attentes étaient réalistes, et aussi il y avait le niveau organisationnel. Est-ce qu'il y avait un engagement, est-ce qu'il y avait une organisation administrative et de management. Les ressources aussi étaient très importantes. L'organisation culturelle ou la culture de l'organisation, est-ce qu'elle était présente? Tous ces éléments sont importants. Est-ce que la communauté des enseignants est impliquée? Alors, il y a aussi le contexte. Est-ce que les médias y ont prêté attention? Est-ce qu'on a des plans de prévention de bullying, de harcèlement? Est-ce que ces plans-là sont implémentés? Est-ce qu'il y a une action qui est entreprise? Ça, c'est l'exemple numéro 2. Introduced the indicated action. This is one of our PhD students doing this research. C'est un de nos élèves doctorants qui a fait cette étude. Là, vous voyez différents types de méthodes utilisées par le TIVA programme lorsqu'il y a un cas de harcèlement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit le style du confrontement, et ça, ce n'est pas vraiment permis. Alors là, il y a le deuxième type qui est le non-confrontement. On est plus dans l'empathie, on est plus dans la compréhension. Les stratégies en orange, évidemment, la stratégie en orange n'est pas bonne. Les restes sont bonnes et sont appliquées de plus en plus. Et là, les méthodes en vert appliquées, c'est, si vous voulez, des différentes méthodes qui sont utilisées par certaines écoles et qui diffèrent du programme TIVA. Alors, on a trouvé que lors de cas de harcèlement, de 2009 à 2015, il y a eu des changements et les écoles ont pu s'adapter de plus en plus en combinant, en faisant la combinaison de deux approches, ou l'approche du programme et leur propre approche. Donc, à chaque fois que nous parlons de durabilité sur le long terme et d'adaptation sur le long terme, je pense que le soutien est quelque chose qu'il faut prendre en considération lorsque nous parlons d'efficience et d'efficacité sur le long terme. Ça, c'est l'exemple 3, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons un projet de recherche nommé IMPRESS. C'est comment améliorer la mise en place pour réduire efficacement les problèmes de harcèlement et comment faire face aux changements appliqués par rapport à ce qu'on applique et ce qui est mentionné dans le programme. Alors, dans ce projet de recherche, on a inclus 24 écoles qui utilisent le programme TIVA. Nous avons évalué l'impact de ce soutien, de ce support pour voir est-ce que effectivement ça réduit le bullying, le harcèlement. J'ai trouvé que le mentoring était très important en mettant en place le programme. Lessons learned from the Finnish context. I know there's a lot of text here, but I'd just like to mention a few before we might have few questions. Quelques time for questions and comments.
et commentaires. From schools' perspective, I think it's D'une important to perspective des choose écoles, il wisely. est important de Schools, choisir at least in Finland, sagement, are struggling with time and resources, surtout and there are many qu'on a initiatives. toujours ces And obstacles de schools might temps need et some de help ressources. which Les programs to écoles ont choose for besoin which d'aide aussi purpose. pour le choix And de leurs also, there programmes might et de not be leurs needed knowledge, objectifs. skills, commitment, and experience to adapt and sustain Il faut programs. And I aussi think that's a learning savoir process that you should do s'adapter et je together pense que in c'est un school. processus Also, the d'apprentissage. context matters. Et il y In a Finland, we l'importance du have contexte. very Au different types of Finlande, on schools, a and différents there might types be d'écoles school size et or some c'est peut-être la characteristics to taille the de student l'école ou d'autres population that need to be caractéristiques qu'il faut taken prendre en into account, considération lors de and also l'implémentation a du need to adjust to programme. the Et il faut requirements s'ajuster, on s'adapter different regulations aux and policy exigences, levels. que ce soit les réglementations And I ou les think from the politiques. program developers and Et d'une perspective des développeurs du programme ou des preneurs de décision, il faut toujours planifier à l'avance, prioriser une mise en place de haute qualité et penser en termes d'adaptabilité, de durabilité. Et aussi toujours laisser l'espace pour l'adaptation. La communication, fournir du soutien et des ressources suffisantes est crucial lorsqu'il s'agit de faire face à l'harcèlement. Ensuite, le support, le soutien. Lorsqu'il s'agit de sélectionner un programme, il est important d'avoir un support et un soutien lors de la mise en place de ce dit programme. Merci pour votre attention. Je pense que on aura des questions. Après, ça sera le débat, si j'ai bien compris. Merci à vous. Merci à vous, Madame Erkama. À propos du programme qui va. Si vous voulez bien, je m'adresserai à la salle. On a parlé de la méthode de préoccupation partagée. On a débordé, comme on n'a pas commencé à l'heure. Donc, on a débordé sur le temps. Il y a la deuxième plénière qui doit avoir lieu. L'idée qu'on me propose et à laquelle j'aimerais bien, je compte sur votre compréhension, c'est que l'on passe directement à la deuxième plénière et après, Inch'Allah, il y a le débat concernant les deux thématiques. Donc, nos collègues ont fait beaucoup d'efforts. Donc, si vous voulez bien, on compte sur votre compréhension et on cède la place au deuxième. Vous ne m'avez pas dit 5 minutes. On ne m'a pas parlé de cette pause. Nous aussi, on est là en soutien et en préoccupation partagée. Donc, c'est une méthode qui a donné qui a fait son effet. Merci pour la compréhension. Shukran jazilan ala tafahumiko. Merci beaucoup, madame.